Alors bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast Dans mon micro, les artistes partent en live, le podcast consacré à tous les artistes. Pour ce nouvel épisode, nous allons partir à la rencontre du rythme dans toute sa diversité, dans toute sa beauté et dans toute l'énergie qu'il nous renvoie. Et pour nous servir de guide dans cette aventure, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Cyril Atef, batteur et percussionniste. Avec lui, nous allons embarquer pour un voyage polyrythmique, coloré, joyeux et envoûtant. Alors Cyril Atef, depuis tout petit, il tape sur tout ce qu'il trouve. Sur des cartons, sur des pots, des troncs d'arbres, sur tout ce qui peut provoquer un courant, une onde, un tempo, une cadence. Voilà, par exemple là, avec une bouteille. Voilà. Et qui lui provoque aussi une émotion. Son parcours musical est jalonné de nombreuses collaborations artistiques. Louis Bertignac, le chanteur Christophe, Alain Bachung ou encore Mathieu Chédid et Vincent Segal, entre autres. En parallèle, Cyril a su se créer son propre univers empreint de liberté d'expression rythmique. À travers cet épisode, je vous emmène à la découverte de l'univers artistique de Cyril Atef, son parcours, ses rêves, ses influences et la manière dont il conçoit son art. Vous saurez tout sur ce musicien de talent. Vous êtes bien dans mon micro, les artistes partent en live et merci d'accueillir Monsieur Cyril Atef. Alors Cyril, bonjour. Bonjour, yo yo yo, bienvenue. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, plaisir. Cyril, pour commencer cette interview, alors j'ai pris pour habitude, moi, quand je reçois des invités, de me balader un petit peu dans les rêves, dans le rêve, surtout le rêve d'enfant. Alors, ceux qui parfois ont pu guider aussi une carrière. Alors, à quoi ils ressemblaient, toi, tes rêves d'enfant ? Il n'y a pas eu de rêve, il y a eu de l'action directe à l'âge de 3 ans. J'ai commencé à naturellement, comme un homme des cavernes, à prendre des bouts de bois et de construire une petite batterie autour de moi. Des boîtes en carton, des boîtes de conserve. Et naturellement, je tapais dans ma chambre à Berlin. Je suis né à Berlin, en Allemagne, Berlin-Ouest. Donc mes parents, ils voyaient ça. Je ne sais pas d'où est venu ce sens rythmique, cette envie de taper. Et à l'âge de 6 ans, j'ai commencé à prendre des cours avec un prof anglais basé en Allemagne. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Et est-ce qu'on écoutait beaucoup de musique aussi chez toi quand tu étais enfant ? Ah oui, beaucoup de vinyle, bien sûr. Je suis né en 68. Ouais. Et mes parents ne sont pas artistes. Mon père, il travaille dans le bâtiment. Ma mère était esthéticienne, mais il y avait beaucoup de vinyle. Pas mal de Pink Floyd, de classiques, du Nina Simone, Rolling Stones, Iron Butterfly, Eddie Cochran. Il y a des trucs qui me scotchaient, quoi. Ouais. Beatles, bien sûr. Pink Floyd aussi, ça me faisait triper. Et Nina Simone, je suis tombé amoureux très très jeune de Nina Simone. Je regardais ses pochettes et j'étais fasciné. Et c'est toujours une référence. Je peux dire, c'est une référence au niveau de l'artiste dans toute sa splendeur, quoi. Et à quel moment finalement tu as pris conscience que cette rythmique elle allait t'accompagner aussi loin dans ta carrière ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Je travaillais, j'avais une routine de bosser au moins une demi-heure par jour, mes exercices, juste sur un pad en caoutchouc. Mon prof il voulait pas que je joue sur une batterie tout de suite, il voulait que j'ai une bonne technique de caisse claire. Et à l'âge de 9 ans, il m'a fait jouer dans le tattoo britannique, British Tattoo, parce que Berlin-Ouest était entouré de militaires français, anglais et américains, juste en cas pour contrer les communistes de l'Allemagne de l'Est. Donc j'ai joué dans une fête militaire avec un petit chapeau à la Napoléon et j'ai joué sur une caisse claire militaire. C'est quand même hallucinant parce que je suis pas fan du corps militaire du tout, mais j'ai commencé ma carrière et j'ai joué devant un orchestre et je les ai sortis de scène, une fanfare quoi. Et à l'âge de 10 ans, on a déménagé à Los Angeles. Mon père voulait se mettre il voulait commencer son propre business quoi, à son nom quoi. Et là il m'a acheté une batterie d'occasion dans un garage sale à Los Angeles et j'ai commencé à taper comme un fou sur la vraie batterie quoi. C'était un kiff absolu quoi. J'en rêvais. Et première école de musique que j'ai fait, je continuais les cours privés, mais la première école sérieuse c'était à l'âge de 16 ans à Los Angeles qui s'appelle la Musicians Institute. Il y a un département batterie, basse et guitare à l'époque. La PIT, Percussion Institute of Technology.
Je rentrais de France, j'ai fait un petit passage dans le Jura pendant 3 ans où je m'étais fait virer d'une école catho en 81 et mes parents m'ont envoyé dans le Jura. Et c'est à l'époque où tu étais à Los Angeles, c'est ça? Ouais, et voilà, j'ai fait Los Angeles, Dole, Los Angeles. J'ai passé 3 ans, de 13 à 16 ans, mes années punk. Et là, j'ai 16 ans, j'ai arrêté l'école, j'en avais marre. Comme beaucoup d'artistes, un peu en échec scolaire. Voilà, j'ai commencé cette école, ça m'a mis une bonne claque, j'ai fait énormément de progrès. Ouais. J'ai travaillé des heures et des heures dans des petites boîtes avec une batterie dedans, quoi, sonorisée. J'ai commencé à jouer dans des groupes locaux de LA. Je fais la scène club. Je gagnais pas encore ma vie avec la musique. Après cette école, j'ai bossé, je vendais des sandwichs, des salades. J'économisais parce que mon but c'était d'aller à la Berklee College of Music à Boston. Vraiment l'élite des écoles de musique moderne, quoi. Je voulais en fait commencer à apprendre l'harmonie, la théorie, ce qui manque au batteur, quoi. Le batteur, ça lie le solfège rythmique. Et voilà, moi je voulais apprendre à composer aussi. Ouais. C'était une nouvelle étape. Donc j'ai économisé assez d'argent, je jouais le week-end, j'étais disons semi-professionnel à Los Angeles. Et je suis parti en 89 à Boston. Et je me suis payé 1 an et demi de Berklee, c'était pas trop cher à l'époque. Je suis resté 89 jusqu'à mi-90. Maintenant, si tu veux aller à la Berklee, ça te coûte 50 000 €, quoi. Ah oui. À l'époque, c'était 5 000 $ par trimestre. Et là aussi, grosse claque. J'ai vu tout de suite des musiciens incroyables. Beaucoup jouer avec plein de musiciens qui venaient de partout de la planète, quoi. J'ai appris plein de styles différents. J'ai commencé à jouer avec des percussionnistes, un Argentin, deux Brésiliens, et on jouait à Cambridge. On traversait la rivière et on jouait autour de l'université de Harvard. Et on passait le chapeau, quoi. On jouait dans la rue, on était musiciens de rue. Et on gagnait pas mal. On faisait danser les étudiants de Harvard, de MIT. Et l'été 90, on s'est dit, allez, on va prendre notre matos sur des chariots et on va se faire une tournée européenne à la route. On va se payer un Eurail Pass. Comme ça, on pouvait faire des trains partout en Europe. Et ce qu'on a fait, on a débarqué à Bruxelles, on a joué dans la rue, on s'est fait virer tout de suite. Après, on est parti à Amsterdam. On traînait pas trop dans les villes où c'était pas possible. Parce qu'on faisait beaucoup pour les flics, les gens, et on faisait beaucoup de bruit, quoi. Mais on faisait danser les gens. J'étais déjà dans cette envie de faire danser les gens et mettre les gens en transe. Parti à Berlin. Le mur de Berlin venait juste de tomber 6 mois avant, donc 9 mois avant. Donc c'était incroyable pour moi d'aller me balader à Berlin-Est. Et c'est allé très vite. Des lieux alternatifs ont ouvert, des squats, des trucs incroyables. Au début, une effervescence avec le mur qui est tombé. Et après, on est parti à Munich, on est parti en Autriche et on a fini au Festival d'Avignon. Et là, il y a un artisan en dehors des murs qui nous a demandé de jouer dans son café tous les soirs. Donc on passait le chapeau, on est resté 3 semaines à Avignon, c'était magnifique. Et après, on est monté sur Paris et je suis resté à Paris. Les autres sont repartis aux États-Unis, continuer leurs études à Boston. Moi, j'avais plus de thunes pour continuer mes études. Donc, Paris, ça me faisait un peu rêver, la scène sono mondiale, les musiques africaines, les musiques orientales, le raï, le shabby, tout ce que j'entendais à Los Angeles quand je jouais dans certains clubs. T'es très influencé par la musique du monde aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ce terme, je trouve, c'est un peu bidon parce que la France, c'est le monde, les États-Unis, l'Angleterre, c'est le monde, mais c'est les anglophones qui ont c'est par rapport à la pop américaine et pop anglaise, les gars ils ont trouvé ce terme world music, mais c'est ridicule parce que on est pas, voilà, ils mettent des labels, des étiquettes, mais bon, voilà, musique du monde, toutes les musiques sont du monde. Et voilà, j'ai commencé à faire des rencontres à Paris et
Ça fait 33 ans que je suis parisien. Donc on le disait, très influencé aussi, je lisais en préparant cette interview, on parlait des musiques du monde, mais parlait surtout, il y a une musique, les musiques urbaines de Kinshasa. Je sais que tu l'évoquais dans une interview, que c'est quelque chose c'est une musique qui a un peu changé ta vie. En quoi cette musique elle a eu un tel impact dans ton parcours de musicien? En fait, il y a plusieurs. Déjà, Fela Kuti m'a mis une grosse claque quand je vivais à Los Angeles. Je sortais des années punk, je voyais beaucoup de trucs reggae, je voyais les groupes africains produits en France, comme Fela, Touré Kunda, Manu Dibango aussi, je l'ai vu un concert incroyable dans un petit club. Fela Kuti, quand j'ai vu la première fois, c'était dans la salle où j'allais voir énormément de concerts punk aussi. Et là, déjà, c'était une grosse claque. Comment concevoir la musique, faire des morceaux de 45 minutes, 2-3 morceaux en un concert, juste faire durer la transe. Ça m'a retourné. Les musiques urbaines de Kinshasa, j'ai découvert quand je suis arrivé à Paris. Cette collection de Okora qui a été enregistrée dans les années 80. C'est un bijou. C'est des gars qui prenaient des Nagra et qui enregistraient comme les Zoom aujourd'hui, mais c'était les Nagra à l'époque. Et là, ce projet, il m'a influencé pour faire mon premier projet solo qui s'appelle Congo Punk en 2004. Et c'est des Likembe, des Kalimba distordus, et ça crée une trance incroyable, quoi. Très roots de chez Roots. Ça te ressemble, c'est une musique qui te ressemble? Ouais, mais en fait, moi je suis un musicien éclectique, donc j'écoute de tout, la musique contemporaine, du dub, j'adore le reggae, le dancehall, le hip-hop ancien, old school, les trucs d'aujourd'hui, des trucs pointus d'aujourd'hui en hip-hop, pas les trucs auto-tunés. On est d'accord. Je suis un musicien éclectique et dans mes 7 papatef, je joue de tout, quoi. Il y a pas grande musique que j'aime pas, quoi. Et en tant que musicien, j'ai toujours voulu jouer dans plein de styles différents. Donc jamais on pourrait dire Cyril Atef c'est un batteur de jazz, Cyril Atef c'est un batteur de reggae. On peut pas te mettre dans des cases. Non, tu peux pas mettre dans une case. Ça te ressemble pas de toute manière. Exactement. On va aborder à présent la création. Comment ça se passe, la naissance d'un rythme? Ça part de quoi? C'est quelque chose qui est inné dans mon corps. Des fois, je chante des rythmiques et c'est juste très instinctif. Très instinctif. Par exemple, quand je fais ces DJ sets, j'écoute la rythmique du morceau que je joue et je copie et des fois et j'accompagne. Par exemple, j'essaie de sublimer le morceau que je joue pour en faire le mien, quoi. Ouais. Et je découpe, je loupe, je fais des loops avec. Donc c'est dans le contexte de Papatef, voilà, moi je grave des CD à l'ancienne. Donc c'est des morceaux que je mixe, que je sélectionne, qui m'influencent. Avec Bom Cello, avec mon acolyte Vincent, c'est 100% improvisé. Papatef aussi, c'est très improvisé, mais bon, voilà, beaucoup moins, parce que je joue le morceau des autres. Et il pourrait jouer une petite mélodie, ça va m'amener dans un truc, déclencher quelque chose dans mon cerveau, et je vais jouer cette rythmique-là, où je vais casser son rythme. Je vais aller contre ce qui... Bom Cello, ça fait 24 ans qu'on est ensemble, notre dogme, notre philosophie, c'est toujours 100% improvisation. C'est vrai. C'est qu'on ne joue pas les morceaux de nos albums. Là, on va sortir le 9e album en octobre-novembre. Mais les albums sont aussi improvisés, non? Il y a quand même une part d'écrit. Ces derniers albums qu'on a fait là, c'est écrit, quoi. Ah oui. Mais des fois, on se permet. Il y a des albums qui sont très improvisés. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans l'improvisation? La surprise. Il y a une forme de liberté aussi. Grande liberté, ouais. Grande liberté. Comme les jazzmen. Moi, je ne me considère pas un jazzman. J'adore voir des jazzmen jouer, des très bons jazzmen. C'est libre de jouer de faire un ping-pong avec les musiciens avec qui tu joues. C'est être vif, créatif. Ouais, c'est un travail super créatif et aussi un échange avec le public. Comment le public va réagir, ce qu'il va t'envoyer,
tu vas improviser Boom Cello, c'est ça, par exemple. On va écouter un titre de Boom Cello. Le morceau s'appelle Beautiful You, extrait de l'album Nude for Love, sorti en 2002. On se retrouve juste après avec Cyril Atef. Netherworld, girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving, and there ain't no need for no grieving, and no time for no regrets neither. See it, do it, love it, don't leave it, carry it around with you in little pieces. Your soul releases when chilling with your peeps and sharing your theory of the universe thesis that you didn't do for no class, at least that's not specifically asked. You gotta tell them like Jesus, it's all for the kingdom of God, in which we're just humble subjects regardless of features, various different conjurings of creatures, and all of us to that life live the leaders. Love the eloquence of a concept perceived, preceded only by a concept conceived. Love the eloquence of a concept preceded only by a concept conceived. We're pulling from the darkness of the netherworld, girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving. Inhale, hold the stream of joy. Inhale, hold the stream of joy. Inhale, hold the stream of joy. Behold the stream of thought trickling through the matter from within it coming out. Let the silence speak, hear and follow the route. Tap in and let the pen and paper take the journey without you. All is everything when walking through this track with a style. Glimpses of the moment floating, sitting, catch it a while. Expanding, growing, knowing when you're grasping the now. Focus not on if I'm going slower, faster than thou. Entrapped in the powerful capsule, actual sound. After the sound, I found you drastically chase after the vowels. Capture profoundly, accurately while he's handing it down. Standing astounded as I see the questions, answers leap out. Keep out a moment, bring you back to what I'm rapping about. Peep out a grain upon the grass will screen it naturally now. Encompassing everything, dwelling in it that it surrounds. Elusive as the wind, but never really absent somehow. Cause we're pulling from the darkness of the netherworld, girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving. Pulling from the darkness of the netherworld, girl, I see ya, believe ya, in your interpretation of what I'm breathing, believing, and trying to manifest in this crazy mess under reality's dress without guiltiness, cause I know you're there till I'm leaving. Qu'est-ce que justement tu aimes transmettre avec ta musique pour ton public? Ouais, je pense que j'emmène beaucoup de joie en général. Je suis quelqu'un plutôt positif. Je veux les mettre en transe, je veux qu'ils se lâchent, je veux qu'ils se libèrent, que les corps se lâchent. Si t'es sain de corps, ton esprit va aller bien aussi. Ouais, ouais. Les gens, ils ont besoin de musique pour enlever des stress, des traumas. Et nous, musiciens, on est là, on est les médecins de l'âme et du corps, quoi. On n'est pas, on va pas guérir des maladies, mais psychologiquement, on va faire beaucoup du bien aux gens. Soutien. Ouais, c'est un soutien. Ouais.
Alors on disait tu as collaboré avec de nombreux artistes aussi, je parlais tout à l'heure du chanteur Christophe, Alain Bachung, Mathieu Chédid, Louis Bertignac entre autres. Quel souvenir tu gardes de toutes ces collaborations? Mathieu, c'était une super collab, vraiment très très forte, très fulgurante. J'ai connu Mathieu avant qu'il commence sa carrière solo. Il accompagnait Sinclair, il était musicien pour son père. Je l'ai connu au début des années 90, très timide, discret, gentil. Et en 96, à peu près 95-96, il a lancé son personnage. Vincent Segal l'a rejoint, ils ont fait un duo, juste avec une MPC, une boîte à rythme. Moi, je les ai rejoints en 98. Et là, le trio, il a matché, mais grave. Ouais. Et sa carrière a vraiment décollé. Genre, à partir de 2000, l'album Jeudi M, le tour de M. Après Kid No 2, c'était encore un niveau au-dessus. Et la dernière tournée que j'ai faite, c'était Mystère Mystère. 2010, c'était la tournée. Vincent avait déjà arrêté. Et pour moi, c'était la tournée de trop, quoi. J'étais mis un peu en arrière. Il y avait jeunes frères, jeunes sœurs, les frères Chédid et sœurs Chédid qui sont super, Joseph et Anna. Donc, il voulait retrouver, il est très famille, donc il voulait trouver l'esprit de famille. Ouais. L'esprit de famille. Et il y avait l'esprit du début avait commencé à disparaître. C'est vrai. Mais 12 ans ensemble, c'est déjà assez incroyable pour c'est une belle histoire. Un chanteur de variété. En général, il ne garde pas ses musiciens aussi longtemps. Et c'est plutôt sain, je pense. Et on le disait tout à l'heure, toi, tu aimes beaucoup l'improvisation, être de manière très libre dans ta musique. Est-ce que, quand tu étais avec Mathieu Chédid, par exemple, est-ce que ta créativité, elle s'exprimait aussi de la même manière? Ah ouais, c'était un peu plus cadré quand même, non? Comment ça marche? Les débuts étaient très libres. Et petit à petit... Et ça arrive souvent, sa carrière montait et il formatait plus en plus. Par exemple, la tournée 2010, rien à voir. Ça avait descendu d'un cran pour moi musicalement. Tu prenais un peu moins de plaisir? Ouais, bien sûr. Même si je prenais du plaisir, parce que si je prends pas tout le plaisir, je me barre, quoi. Ouais. Je peux pas jouer des trucs qui me plaisent pas. L'équipe était super, tu vois, il y avait une super ambiance, mais musicalement, ça avait baissé d'un cran grave, quoi. Tu t'y retrouvais pas? C'est que moi et Mathieu qui tenaient la maison, quoi, tu vois. Les autres, super, c'était comme un apprentissage, mais ils avaient genre 23-24 ans. Ils ont été jetés dans des arènes, dans des zéniths, sans passer par trop la case, galérer dans des petits clubs, tu vois. Moi, je pense que c'est important, quand tu es un musicien, il faut que tu galères bien déjà, tu sues bien dans apprendre le métier. Apprendre le métier avant de tout de suite rentrer dans les stades et les zéniths et tout ça. Et donc on peut pas parler de collaboration, évidemment. Tu en parlais tout à l'heure sans citer le nom de Vincent Segal, violoncelliste avec qui tu collabores depuis plus de 20 ans, c'est ça? 24 ans maintenant. 24 ans, même on a commencé un groupe en 95, donc il y a 28 ans, qui s'appelait Olympique Gramophone. Il y avait Sébastien Martel, Éric Laurer, les deux guitaristes, Julien Laureau, saxophoniste, qui est très connu dans le jazz, et DJ Shalom, qui a rejoint aussi Mathieu Chédid. Oui. Et Seb Martel a rejoint Mathieu Chédid aussi en 2003 pour la tournée Kid No 2. Donc il y a 4 membres d'Olympique Gramophone qui jouaient avec Mathieu. Donc avec Vincent Segal, vous avez créé le groupe Boom Cello, donc c'est un mélange de rythme et de violoncelle. Alors en quoi cette histoire artistique avec Vincent elle est si précieuse? Vincent et moi, on est totalement différents, mais c'est ça la magie de Boom Cello. Il est conservateur, assez raide, il peut se fâcher très facilement, il peut avoir vraiment sale caractère. On est un vieux couple qui s'engueule souvent. Et il est très sérieux comme musicien, il travaille son violoncelle, il a fait que de la musique dans sa vie, il a jamais eu un autre job. Il considère ça même pas comme un job, quoi, comparé aux gens qui vont à l'usine, tu vois. Et il gagne très bien sa vie, il a beaucoup de succès, c'est un des musiciens les plus occupés de France. Et mais on est honnête l'un à l'autre, on est cash. Et le Boom Cello tient depuis 24 ans, mais on joue plus beaucoup live
pas assez pour moi. C'est Vincent, ça le fatigue vite d'improviser intensément. Moi, j'ai beaucoup d'énergie sur scène. Des Papatef, je joue 3-4 heures non-stop. Ce soir, je vais jouer 3 heures là, à Rumilly. Et Vincent, il peut plus faire des tournées comme quand on était plus jeune, quoi. C'est vrai. Là, on est des cinquantenaires, quoi. C'est ça. Bon, on est des jeunes vieux. Bah justement, tiens, on va parler de cette tournée Papatef. Donc, après de nombreuses collaborations avec différents artistes, donc aujourd'hui, tu proposes ce projet solo, Papatef. Alors, comment il est né ce projet ? En fait, je fais jamais de tournée en fait avec Papatef. Papatef, c'est j'ai pas de tourneur. On me contacte direct. Ouais. Oui, c'est vrai que je t'ai contacté directement. Voilà. Aussi, ouais. On me contacte direct, j'ai pas besoin de tourneur. Je pousse pas un album, c'est pas un projet où je vends un album. Je me considère selecta, c'est que DJ et batteur. Parce que j'ai grand respect pour les super DJ, mais il y a beaucoup de DJ bidons aussi, qui, tu vois, des fois qui sont trop payés, quoi, par rapport aux musiciens. Et donc, je passe une sélection assez pointue de musique en général qui font danser grave. Et c'est né fin 2017 pour un after de Jazz à la Villette, festival qui est en ce moment à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Et il y a un club qui s'appelle la Petite Halle, qui est attaché à la Grande Halle de la Villette. Ils m'ont demandé de faire un concept et j'ai dit, allez, je vais faire DJ et batteur en même temps. Et ça avait cartonné, c'était blindé, les gens ils sortaient de la Grande Halle, ils venaient. Donc Reza, le programmateur à l'époque, qui programmait aussi à Jazz à Vienne, il m'a dit, tiens, fais ton concept une fois par mois. Et depuis janvier 2018, j'y suis tous les mois. Ah bon ? Ouais. Là, je rejoue le 23 septembre, c'est reparti. 31 août aussi, Halloween, grosse soirée Halloween. Juillet, août, en général, c'est fermé pour la musique, mais le reste de l'année, j'y suis tous les mois. Et il y a un public fidèle depuis 5 ans, ça draine pas mal de monde et les gens se lâchent grave. C'est une danse très libre. Il y a pas mal de danseurs professionnels qui viennent et surtout des amateurs, quoi. Et c'est pas une soirée formelle. Les gens, ils viennent vraiment pour lâcher le corps, quoi. Et le fait d'être tout seul finalement sur scène, c'est pas quelque chose qui te pose un problème, toi qui as eu beaucoup de collaborations, travaillé en groupe et tout, non, c'est pas... Oh, pas du tout. Pas du tout. Et des fois, il y a des potes musiciens qui passent et s'il y a un micro, ils viennent jamais aussi. On va écouter un titre de Papatef, extrait d'un live à Jazz à Vienne en 2019, et on se retrouve juste après avec Cyril Atef. Ogolo, Kante. Show. Ah, baby.
vers le corps, allez le corps. Allez viens, on est ensemble, on est ensemble. Alors, ce podcast, il s'appelle Dans mon micro, les artistes partent en live. Alors, et toi, comment ça se passe quand tu pars en live sur scène avec Papa Tef? Ça part en live, ça part en trance, quoi. C'est vrai. C'est la trance en France, comme je dis. Trance in France. Et pas qu'en France. Ouais. Hein? Papa Tef, ça s'exporte aussi. Et j'y vais, je suis transporté par la musique, quoi. Et le fait comme ça de jouer sur des morceaux, est-ce que c'est quelque chose quand tu as débuté la batterie que tu faisais déjà peut-être pour Ah oui, bien sûr. Bien sûr. J'adore jouer sur les morceaux. Je faisais pas ça il y a 5 ans, je faisais pas ça. Hein. Et des fois, je faisais des DJ sets sans accompagner de la batterie, mais là, des fois, il y a des bouts de CD où je kiffe, donc je fais des loops et je rajoute des percussions. Je m'éclate avec les morceaux que je passe, quoi. Tu verras ce soir, tu seras là. Oui, bien sûr, je vais être là. Ouais. Mais c'est vrai que ça me rappelle, moi j'ai appris la guitare et je faisais pareil, je jouais la guitare sur les morceaux, j'écoutais, je jouais en même temps, c'est pareil. C'est un bon moyen aussi d'apprendre, ouais. Alors parle-moi de tes projets aussi à venir après Papa Tef, là, est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Le 9e album de Bombcello qui s'appelle The Party, comme le film de Peter Sellers, The Party, la fête. Et maintenant les albums, tu sais, ils sortent en digital, c'est triste. Donc il n'y a plus vraiment d'excitation comme avant, où tu sortais le vinyle et le CD. Et le vinyle sortira à la fin de l'année ou au début 2024. Mais là on va sortir un titre tous les 2 semaines, un truc comme ça. Ah d'accord. Il y a 15 titres. Et c'est un très bel objet. Il y aura peut-être des livres objets, parce que c'est les compos ont été faits autour des dessins de Marin Segal, le fils de Vincent, qui est architecte et qui dessine incroyablement. Des BD un peu à la Moebius, très futuriste, et il a dessiné autour de l'univers de Bombcello. C'est un très bel objet, ça. Collector. Et les Papa Tef, ça continue. Il y a 2 ans, j'ai accepté... On sortait de confinement. J'ai accepté de jouer dans le nouveau projet de Théo Secaldi, le violoniste. Et lui, il a travaillé avec il allait 1 ou 2 fois en Éthiopie, il travaillait avec 2 chanteuses éthiopiennes qui étaient déjà des stars là-bas. Elles faisaient partie d'un groupe très connu. Il m'a demandé de faire partie du groupe avec son frère Valentin à la basse et Akemi Fujimori au clavier. 3 meufs. 3 gars, j'ai adoré. Moi je suis le vieux du groupe, eux ils ont tous entre 30 et 37 ans et le groupe a vraiment bien pris et tourne énormément. On a beaucoup tourné cet été, l'année dernière aussi. Il y a 1 an on a joué à Quai des Arts, c'était fin septembre, octobre. On a joué à Rumilly. C'est comme ça que Jeanne m'a branché pour la Papa Tef ce soir. Et donc Coutou, ça prend pas mal de temps, quoi. Et je fais du studio pour les autres aussi. C'est vrai. Il y a un artiste qui s'appelle Charles Pazzi, qui est chanteur harmoniciste. Il est sur le label Blue Note. J'ai fait son album précédent. Là, on va enregistrer son prochain. Voilà, je suis bien occupé, quoi. Il y a encore pas mal de choses. Des fois, je fais des musiques de films. J'ai des occasions, des fois aussi. Avant de conclure, on va passer à présent à une série de questions courtes avec des réponses courtes. Alors tout d'abord, en 3 mots, comment tu pourrais définir ton style musical? Éclectique. En 3 mots, si t'en as d'autres. En 3 mots. Bon alors si éclectique ça suffit, on va sur éclectique. Éclectique, festif et deep aussi. Et si tu pouvais être en lien avec un artiste que tu admires, ça serait qui? Et puis tu lui dirais quoi? Quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé? Beaucoup sont morts.
Oui, à la limite, quelqu'un de mort, c'est pas gênant. J'aurais bien voulu bosser avec David Bowie. Prince aussi, mais Prince, il lessivait ses musiciens. Il fallait vraiment être à son service. Il payait très bien les musiciens, sûrement, mais il fallait vraiment être à son service. Ouais, très exigeant. Très, très exigeant, mais c'est comme ça que tu excelles, quoi. C'est ça. Et j'ai vu en 2011, j'ai eu la chance avec Megaman de voir Prince à Los Angeles en live. Quelle est la chanson que tu écoutes en ce moment? Putain, j'écoute tellement de trucs. Est-ce qu'il y en a une qui revient plus souvent en ce moment? Allez, je l'ai pas écouté récemment, mais j'adore un morceau live du groupe Basokin, B-A-S-O-K-I-N, mais c'est une vidéo live sur YouTube. Yagwe, ça s'appelle. Si tu pouvais remonter le temps et assister à n'importe quel concert de l'histoire, lequel tu choisirais et pourquoi? Led Zeppelin, dans les années 70. Tous les musiciens étaient incroyables. Grande influence aussi Led Zepp. Grande influence. J'ai gros regret de ne pas avoir vu Led Zepp. Gros regret de ne pas avoir vu Bob Marley. J'ai vu énormément de grands artistes reggae dans les années 80 à Los Angeles. Miles Davis, je l'ai vu. J'aurais bien voulu voir John Coltrane aussi, Charlie Parker. Tellement les grands noms du jazz. Ouais. Est-ce que tu as une phrase fétiche qui t'accompagne au quotidien? Yeah papa, ou salut papou, ou salut poupoune, poupounette. J'appelle tous mes amis comme ça. Le dernier lieu insolite où tu as joué? J'ai joué dans une carrière. Il y a 2 semaines, j'ai fait une papatef dans une carrière. Et c'était au début d'une petite grotte. Vraiment à l'entrée de la grotte. Mais c'est une mini grotte qui va pas... 45 minutes au nord de Paris, à la campagne. Tu dépasses Charles de Gaulle et un super endroit s'appelle les Carrières Saint-Roch. Si tu pouvais organiser un concert sur n'importe quel lieu ou un site, ça serait où? Intéressant ça. Bon, Jean-Michel Jarre, il a déjà fait les pyramides. Pink Floyd, ils ont fait Pompéi. Moi, je suis moitié iranien, donc j'ai jamais été en Iran. J'aimerais, quand les barbus tombent, là, un jour, ça va arriver, leur chute. Et ce gouvernement est vraiment... c'est des sanguinaires, les malades mentaux. Mais un site en Iran, peut-être à Isfahan. Tu vois, Isfahan... en Iran, quelque part, dans un très beau site en Iran. Cyril, merci beaucoup. Cet entretien, il touche à sa fin. Je te remercie infiniment pour ta présence dans mon micro. Alors moi, ton univers artistique et musical, et je trouve qu'il ne laisse pas indifférent. Je t'ai découvert pour la première fois en regardant le DVD Le Tour de M, concert que j'avais pas eu la chance de voir en live. Et c'est vrai qu'en visionnant ce concert, j'ai toujours gardé cette image de toi, celle d'un batteur pas comme les autres, en fait. Bien, voilà, merci. Avec un style bien à lui, une identité forte. L'image d'un musicien dont on n'oublie pas jamais le nom, en fait. Bien. Et c'est vrai que Cyril Atef, c'est toujours un nom. Je sais, j'avais tout de suite un visage sur le nom depuis ce concert de M que j'avais vu. Et donc c'est aussi pour cette raison qu'on arrive à se rencontrer aujourd'hui. Donc je te remercie infiniment, en tout cas. Merci Pascal. D'être venu. Et bravo pour cette richesse créative et cette liberté d'expression. J'espère que tu danseras à fond et que tu sueras dans la chaleur du réchauffement climatique à Rumi. C'est ça. Alors, ta musique, elle est à retrouver sur toutes les plateformes. Ouais. Boomcello, Congo Punk. Ouais. Et voilà quoi. Et on peut suivre aussi toute l'actualité de cette tournée et puis ton actualité sur ton compte Instagram. Instagram, Facebook, ouais. Cyril, merci encore et puis longue route à toi à travers les rythmes. Merci beaucoup. Merci. Amis auditrices et auditeurs, si vous avez aimé cet épisode, vous avez le droit de le dire. Alors n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à vos voisins, à vos amis, à me laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute de podcast. Les algorithmes adorent les commentaires et moi aussi. Enfin, pour ne rien manquer de l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner au compte Instagram Dans mon micro, le podcast. On se retrouve très prochainement pour des rencontres passionnantes. Et en attendant, n'oubliez pas, Dans mon micro, les artistes partent en live. À bientôt.